Et du coup, pour continuer sur les informations pratiques, je pense que maintenant on est à peu près tous là. On va utiliser deux outils aujourd'hui pour cette présentation. Le premier, c'est Zoom. Donc là, on est tous connectés. On peut utiliser le chat pour partager des questions. Euh, et le second, c'est WooClap. WooClap, en fait, c'est un outil avec lequel je vous projette, pardon, la présentation, et ça va nous permettre en fait d'avoir des petits moments de quiz et d'interaction entre nous pour répondre à des questions ou alors de vous faire participer pour des partages d'outils ou de bonnes pratiques, par exemple. Donc, pour vous connecter à Booklab, Manon, je te laisse renvoyer peut-être le lien qui doit être tout au-dessus du chat pour que vous puissiez vous connecter. C'est assez simple, hein, il suffit de l'ouvrir soit sur votre téléphone, soit dans un onglet du coup, de votre navigateur. Et puis, au fur et à mesure, on aura des questions qui vont apparaître et il faudra simplement y répondre. Généralement, c'est des cases à cocher ou des choses comme ça. Si vous n'arrivez pas à vous connecter à Booklap, il n'y a aucun souci. Vous pourrez répondre également dans le chat aux questions. Si c'est plus simple pour vous, on comprend complètement. C'est juste que bah, du coup, avec Booklap, on arrive à avoir en fait les réponses de tout le monde et que ça fait plus d'interaction avec. Hop. Et du coup, pour vous présenter l'agenda du jour, je vais vous présenter rapidement ce qu'est l'association WeTakeCare qui organise ces webinaires et l'objectif en fait de ce premier webinaire sur barrière de la langue et accompagnement numérique. Ensuite, on verra ensemble voilà les principaux enjeux liés à ce sujet et avec un rappel de quelques définitions aussi liées à la barrière de la langue. Ensuite, on aura deux témoignages aujourd'hui. Un premier de France Terre d'Asile, qui est avec nous aujourd'hui et qui va pouvoir vous partager du coup ce qu'ils peuvent mettre en place, eux, de leur côté, pour accompagner les personnes réfugiées. Et ensuite, on aura un témoignage de Emmaüs Connect également, qui en fait nous a accompagnés sur justement adapter certains contenus pour ces publics-ci. Et ensuite, on vous fera justement une petite démonstration des outils qu'on a pu développer sur la plateforme Les Bons Clics. Et on aura enfin un temps d'échange pour que justement on puisse voir tous ensemble comment on peut avancer sur ces sujets liés au numérique. Donc, pour vous présenter assez brièvement WeTakeCare, c'est une association qui a été créée en 2016 pour en fait mettre les opportunités du numérique au service du plus grand nombre. Et pour ça, on s'appuie sur trois grands leviers. Le premier étant un levier de sensibilisation, où bah, justement, via des temps d'échange comme celui-ci, on essaye de décrypter des enjeux du numérique et d'inclusion numérique notamment via différentes thématiques, différents sujets. Donc, on va publier des études, justement prendre beaucoup la parole aussi sur ces sujets-là. Donc, sur différents sujets. L'année dernière, on a publié une étude sur justement la digitalisation des structures d'insertion, par exemple, que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc voilà, plusieurs temps de sensibilisation. Ensuite, on a un peu le conseil qui va accompagner des organisations publiques et privées dans leur stratégie d'inclusion numérique. Et du coup, là, depuis nos débuts, on a pu accompagner plus de 60 organisations. Et enfin, le dernier levier qu'on va surtout voir aujourd'hui, c'est les solutions numériques et notamment la plateforme Les Bons Clics qu'on a pu développer depuis quelques années, où aujourd'hui se retrouvent plus de 38 000 aidants numériques, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel aussi. Et on regroupe du coup plus de 10 000 structures d'action sociale sur la plateforme qui utilisent en fait les ressources qu'on peut mettre à disposition gratuitement sur celle-ci. Du coup, pour revenir un peu sur l'objectif de ce webinaire, l'idée, ça va être vraiment de comprendre et de mieux appréhender les enjeux d'inclusion numérique pour ces publics qui maîtrisent pas ou peu la langue française et qui ont du coup voilà ce double frein du coup de fracture numérique et en plus de frein de barrière de la langue. Du coup, l'idée, c'est que on vous présente des ressources gratuites et clés en main qui vont vous permettre d'agir à votre échelle.
et que voilà, grâce à, on est maintenant là, je vois 56 ce matin, qu'on puisse aussi échanger entre nous sur bah, voilà, des outils, des bonnes pratiques que vous avez pu mettre en place aussi, vous, au sein de votre structure et qui pourraient en aider d'autres. Et donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va pouvoir avoir les témoignages de Jeanne Girard-Rambaud qui est avec nous et qui est chargée de mission chez France Terre d'Asile et qui va pouvoir nous présenter ce qui est fait du coup dans leurs locaux. Et Mariam Boujma, qui est chargée de mission au pôle formation d'Emmaüs Connect et qui va aussi pouvoir vous présenter comment ont été créées justement ces ressources et comment elles ont pu être accueillies par les publics lors de premières formations justement avec des publics réfugiés là en l'occurrence. Hop. Du coup, pour commencer un peu sur les enjeux, le premier constat sur lequel on est parti, c'est que la dématérialisation, elle est un peu partout. En fait, tous les services du quotidien, ils se digitalisent aujourd'hui. Et d'ailleurs, du coup, première question sur Booklab, donc pour ceux qui arrivent à se connecter, selon vous, l'objectif du gouvernement, c'est en quelle année que la totalité des démarches administratives seront dématérialisées. Donc, vous avez 4 choix, 2021, 2022, 2023 ou 2024. Donc, je vois que vous êtes nombreux à être connectés. Donc, on voit que ça, vous êtes plutôt sur 2022. On en serait en plein dedans là cette année, effectivement. Hop, je ne sais pas si tout le monde a pu répondre. Vous pouvez répondre aussi dans le chat hein, pour les personnes qui n'ont pas réussi à se connecter. Puis je vais pouvoir afficher ensuite la bonne réponse. Alors, on a plusieurs personnes, une grosse majorité quand même sur 2022. Hop, j'ai une personne qui vient de mettre 2021. Eh bien, écoutez, pour vous montrer, je vous affiche la bonne réponse. C'est effectivement en 2022, du coup, d'ici la fin de l'année. En fait, c'est un objectif qui a été fixé il y a quelques années maintenant, qui est d'avoir 0 papier dans l'administration. Et du coup, d'ici fin 2022, normalement, on devrait arriver justement à cet objectif-là. Et d'où l'importance de se former aujourd'hui au numérique pour pouvoir avoir accès justement toujours à ses droits, notamment. Et du coup, c'est dans ce sens-là que WeTechCare a été créé et que justement on propose tous ces temps de sensibilisation et d'accompagnement. Du coup, assez rapidement, la dématérialisation, comme je vous disais, ça concerne tous les services du quotidien. Donc, ça peut être un vecteur de nouvelles opportunités, notamment sur l'emploi, où du coup, le numérique permet de réduire la durée passée au chômage. La plupart des emplois sont postés aujourd'hui en ligne, mais ça peut aussi concerner la santé, où on voit des services comme Doctolib qui sont aujourd'hui indispensables. De la même façon, pour la mobilité, les finances, voilà, tout est dématérialisé aujourd'hui. Ça peut être, voilà, vecteur de nouvelles opportunités d'utiliser cet outil-là. Le deuxième constat sur lequel on s'est basé, c'est que la dématérialisation, c'est effectivement une opportunité pour certains, mais ça peut être un nouveau facteur d'exclusion pour d'autres. Et certains profils, justement, vont être plus concernés par cette urgence sociale qu'est la fracture numérique. Et on remarque que les caractéristiques sociodémographiques et fracture numérique sont en fait intrinsèquement corrélées. De prime abord, quand on parle d'exclusion numérique, de fracture numérique, on va penser forcément en premier aux seniors, mais c'est pas les seuls en fait à être en situation d'exclusion numérique. On va avoir certains profils de jeunes qui n'auront pas justement tout ce qui est code administratif ou culture du numérique, qui vont être très à l'aise avec les réseaux sociaux, mais voilà, sur de la bureautique ou des choses comme ça, ils vont être beaucoup moins à l'aise. Certains professionnels aussi qui n'ont jamais eu vraiment à utiliser ces outils-là vont pas forcément être à l'aise parce qu'ils n'ont pas un usage régulier. Et aujourd'hui, nous, les publics qui nous intéressent sur ce webinaire, ça va être des publics en fait qui cumulent à la fois une précarité sociale et également numérique.
et où du coup, en plus de ça, ils vont avoir moins accès à ces outils numériques à cause de la barrière de la langue, justement. Et du coup, pour revenir un peu sur des définitions liées à la barrière de la langue, on vous a remis ici justement un peu ces 3 définitions clés qui définissent des situations assez différentes. Donc, on va avoir dans un premier temps l'analphabétisme qui permet, en fait, c'est des personnes qui n'ont jamais été scolarisées. Donc là, vraiment, on est sur un niveau quasi zéro. Et l'idée, c'est de les faire entrer dans un premier niveau d'apprentissage de la langue. Ensuite, on va avoir les personnes qui sont en situation d'illettrisme, où là, elles ont été scolarisées du coup en France, mais elles n'ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture, du calcul et tout ce qui est des compétences en fait de base pour être autonome dans la vie courante. Et la troisième définition, c'est du coup plutôt pour les publics qu'on appelle allophones. Et donc là, on va parler de FLE, donc de français langue étrangère. Donc c'est des publics dont la langue maternelle, en fait, est une langue étrangère par rapport au pays ou la communauté dans laquelle ils se trouvent. Donc c'est 3 réalités assez différentes qui et des profils différents qui font face du coup à cette barrière de la langue. On vous a mis ici quelques informations clés sur le public justement en situation d'illettrisme. Donc aujourd'hui, on a 7% de la population adulte âgée de 18 à 65 ans qui donc a été scolarisée en France et qui est en situation d'illettrisme et ça représente 2,5 millions de personnes en métropole aujourd'hui. Donc après, on a un peu à les regarder qui sont ces personnes justement. Et en fait, on se rend compte que la plupart, donc la moitié a plus de 45 ans, qui exercent une activité professionnelle. Et donc, que l'illettrisme touche le monde du travail. On peut être employé en étant en situation d'illettrisme. Et que en fait c'est des gens qui certes parlent français à la maison mais ça va être plutôt sur des aspects de lecture, d'écriture où là où du coup il y a des choses sur lesquelles ils ont des difficultés. Et pour les personnes en situation d'illettrisme, on remarque que la moitié vivent dans des zones rurales ou faiblement peuplées, ou dans des zones urbaines sensibles également à 10%. Donc voilà pour les personnes en situation d'illettrisme. Et on vous a fait un autre zoom là sur les publics du coup, qu'on appelle communément réfugiés, où du coup on vous a quand même fait la distinction et je pense que du coup Jeanne de France Terre d'Asile vous en dira mieux que nous pour le coup. Mais l'idée c'était de se dire que voilà, on a les publics primo-arrivants où là depuis 2019, en 2019 la France elle a enregistré près de 178 000 demandeurs d'asile. Et on remarque par contre sur les publics primo-arrivants qu'ils se concentrent majoritairement en Île-de-France, contrairement aux personnes en situation d'illettrisme, du coup qu'on retrouve majoritairement plutôt dans les zones rurales. Et donc, ces publics primo-arrivants, du coup, à leur arrivée en France, font des demandes du coup d'asile et peuvent se retrouver ensuite bénéficiaires de la protection internationale. Et en 2019, la France a protégé 46 200 personnes. Et en termes des pays de provenance, c'était majoritairement du coup d'Afghanistan, du Soudan et de Syrie. Et, euh, et du coup, tous ces publics-là donc sont accueillis en France et donc bénéficient de certains accompagnements. Et il y a notamment eu une enquête qui a été menée en 2020 euh, sur les usages du numérique du coup des personnes réfugiées. Et donc là, on se rend compte en fait que c'est un public qui est majoritairement équipé justement sur le numérique et notamment avec un smartphone. Donc, plus de 90% des publics réfugiés possèdent un smartphone. Ils sont connectés aussi, donc ça veut dire qu'ils ont accès soit à la Wi-Fi, soit au 3G, au 4G, pour pouvoir du coup communiquer
à la fois en France, mais aussi avec leur pays d'origine. Et c'est une population en fait qui souhaite monter en compétence justement sur le numérique. Donc là, on nous apprend que 83% des réfugiés déclarent vouloir se former à l'informatique, principalement pour déjà accéder à des formations professionnelles, parce que leur but et de pouvoir travailler en France et de aussi faciliter la réalisation des démarches administratives, là où justement de plus en plus tout est dématérialisé et où du coup ils font face justement à ce double frein de c'est dématérialisé donc je n'ai pas forcément accès. C'est quelque chose les démarches administratives sont assez compliquées. Et en plus, je ne comprends pas tout parce que je ne comprends pas tout ce qui est ces sites qui sont tout en français pour le coup. Hop. Et du coup, là, je vous pose une petite question. Alors, pardon. Hop, je vous laisse voter. Selon vous, quelle est la part d'adultes en France qui rencontrent des difficultés à naviguer sur Internet à cause de la barrière de la langue? Donc, ce seraient ces personnes qui cumulent à la fois des difficultés sur leur maîtrise du français et aussi des difficultés sur la maîtrise du numérique. Du coup, là, on vous laisse le choix entre 5, 10, 25 et 50%. Je vous laisse voter pour le coup. Toujours la même chose, si vous ne parvenez pas à vous connecter sur le voclap, il n'y a aucun problème. Vous pouvez voter dans le chat et on verra ce que vous pensez de votre côté. Donc, je vois que 25% est en tête. Le 10% n'est pas très loin. Qu'est-ce qu'on a dans le chat? 25, 10, 25%, toujours. Ok, bon, je crois que le 25% est bien en tête. Hop, je vous affiche la bonne réponse. Et c'est effectivement, du coup, un quart des adultes en France qui rencontrent des difficultés à naviguer sur Internet. Hop. Donc, on est sur vraiment une problématique qui est assez massive et qui fragilise, donc, comme je vous disais, à la fois l'accès au droit, mais aussi l'égalité des chances de ces publics. Pour tout ce qui va être lié voilà, à l'emploi, au logement, à la mobilité. Ça peut être un vrai frein. Et du coup, en fait, ces personnes-là cumulent du coup cet aspect, cette barrière de la langue et ce qu'on appelle nous l'électronisme. Donc, ils sont voilà, c'est une méconnaissance du vocabulaire, des outils, des usages de la culture et toutes les références numériques qu'on peut avoir nous aujourd'hui, mais du coup qui les laisse du coup en dehors de ces opportunités liées au numérique. Maintenant, c'est une petite question pour vous. À quelle fréquence accompagnez-vous des personnes qui sont concernées par la barrière de la langue? Donc là, c'est par curiosité pour voir un petit peu justement comment vous vous situez par rapport à cette problématique, vous, dans votre structure ou de votre côté. Je vous laisse voter et comme ça, on pourra voir. Donc, on a une majorité de très souvent. Hop, souvent, rarement. Ça marche. Donc, en majorité, c'est quand même une problématique que vous avez au quotidien, j'ai l'impression. Hop. Mais écoutez, merci, c'est c'est super de pouvoir avoir ça et du coup, j'espère qu'on pourra échanger à la fin du webinaire pour que vous nous en disiez plus, pour partager justement votre expérience sur l'accompagnement de ces publics. Hop. Et du coup, pour terminer, le troisième constat sur lequel on s'est basé, c'était aussi que la dématérialisation, elle implique en fait un nouveau défi à relever pour les structures qui accompagnent ces publics dont vous faites partie. Et pour ça, juste une petite question justement avant de conclure. Dans votre accompagnement aujourd'hui, quelle posture vous adoptez généralement? Est-ce que vous êtes dans une posture où vous faites à la place de vos bénéficiaires, donc vous êtes dans une posture d'assistance? Est-ce que vous accompagnez en interne de votre structure, c'est-à-dire que vous allez mettre en place des formations pour vos bénéficiaires, pour les rendre plus autonomes, soit en individuel, soit en collectif?
Ou alors, en fait, peut-être appel aussi à des organismes externes qui vont pouvoir, en fait, justement, les faire monter en compétence sur ce type de sujet. Donc, je vois que en majorité, vous faites un accompagnement en interne, ce qui est super, vraiment, pour le coup. Je vois dans le chat 1, 2 et 3 en fonction de la situation et du temps. Et effectivement, il y a aussi cette problématique-là de tous les profils ne sont pas les mêmes et où du coup, il faut adapter à chaque fois sa posture pour répondre au mieux en fait aux besoins des bénéficiaires. Ok. Hop. Et du coup, je vous présente juste une dernière slide avant qu'on passe au témoignage du coup de Jeanne de France Terre d'Asile. Donc là, vraiment, c'est une slide qui nous permet de vous montrer en fait qu'il y a différentes justement postures qu'on peut adapter pour l'accompagnement numérique. Parce que justement, on doit répondre à une multitude de besoins, avoir les bons outils pour chaque besoin et essayer de toujours pousser vers plus d'autonomie. Euh, du coup, l'idée, en fait, c'est de faire arriver nos publics ici en haut de la marche pour rejoindre en fait les 60% de Français qui sont à l'aise avec le numérique, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a encore 4 Français sur 10 qui ne sont pas à l'aise avec les usages du numérique et du coup ils vont se retrouver ici donc en fonction de leurs difficultés sur soit vraiment en situation d'exclusion numérique où du coup ils vont avoir besoin dans un premier temps d'assistance donc qu'on leur fasse à la place parce que justement ils ne sont pas en mesure de le faire tout seuls parce que trop de freins au départ. Mais l'idée, c'est quand même de les amener sur, du coup, cette seconde marche grâce à la formation. Donc là, grâce à un accompagnement, justement, sur, que ce soit en individuel, en collectif. Donc, justement, nous, on développe avec les bons clics beaucoup d'ateliers, en fait, pour que ce soit possible pour eux de monter en compétence sur ces sujets du numérique. Et enfin, on va arriver sur la dernière marche, où là, l'idée, c'est juste d'aller mettre, d'avoir des coups de pouce ponctuels sur certaines démarches. Et je pense notamment aux démarches en ligne, où ça peut être de faire voilà, des petits ateliers thématiques sur s'actualiser sur Pôle emploi ou des choses comme ça. Et où du coup, là, c'est vraiment sur des compétences voilà, dont on a besoin à l'instant T dans notre parcours de vie. Et du coup, un dernier petit coup de pouce pour arriver sur être à l'aise sur l'ensemble des démarches numériques. Ce qu'on préconise, nous, de notre côté, c'est d'avant de commencer un accompagnement numérique, de toujours passer par une étape de diagnostic. Donc ici, vous verrez, on vous a mis un lien en fait qui renvoie vers des diagnostics numériques que on vous met à disposition gratuitement sur la plateforme Le Bon Clic. On en a plusieurs formats, un format papier et un format numérique. L'idée, c'est vraiment avec quelques questions de se rendre compte justement du niveau de départ en fait numérique du bénéficiaire que vous avez en face de vous. Est-ce qu'on part vraiment des compétences numériques de base qui vont être utiliser un clavier, une souris, ou est-ce que voilà, on peut aller déjà sur des compétences plus intermédiaires qui vont être de rédiger un mail, naviguer sur Internet et ce genre de choses. On vous a également ici mis des guides et des articles qui vont vous permettre en fait d'adapter votre posture et d'avoir aussi les bons outils de votre côté pour pouvoir mener justement ces ateliers et ces formations si vous souhaitez le faire au sein de votre structure. Hop. Et du coup, je vais laisser la parole désormais à Jacques, du coup, de France Terre d'Asile. Qui va vous présenter du coup le programme auquel elle prend part. Hop, je te laisse le micro, Jeanne. Oui. Alors, bonjour à tous. Du coup, Jeanne Jarrimbaud, je suis chargée de mission au sein d'un projet européen au sein de France Terre d'Asile. Donc, je vais peut-être assez rapidement vous présenter le France Terre d'Asile en tant qu'association, le projet sur lequel je travaille et nous un petit peu les enjeux les enjeux linguistiques et numériques du public qu'on accompagne. Donc France Terre d'Asile, on est
une association d'aide aux personnes demandeuses d'asile, personnes réfugiées et également, de manière un peu marginale, migrants de droit. Concrètement, on est gestionnaire de structures d'accueil et d'accompagnement, donc des CADA. Je pense que ça parle, structure parle à nombreux d'entre vous, et également des centres provisoires d'hébergement qui accompagnent des personnes qui se sont vues reconnaître la protection. Donc l'idée, c'est d'accompagner de l'arrivée en France pendant toute la demande d'asile, puis à l'issue du statut, accompagner vers l'autonomie et dans le parcours d'intégration les personnes qui sont hébergées et accompagnées dans nos structures. Donc ce qui représente un enjeu assez important. Moi concrètement, je suis dans un projet européen qui vise non pas à accompagner directement les bénéficiaires. Donc on va parler de bénéficiaires de la protection internationale. On est revenu un peu sur la notion. On parle de personnes réfugiées, de personnes qui se sont vues reconnaître la protection subsidiaire. Voilà, sans rentrer dans les détails, donc ces publics ont vocation à rester sur le long terme sur le territoire français, à s'intégrer, à trouver un emploi, un logement et à être autonomes dans l'entièreté de leur démarche. Nous, du coup, au sein de Reloref, on accompagne les professionnels, donc pas directement le public, mais on essaye d'être en appui aux travailleurs sociaux, principalement qui travaillent en structure, mais également des travailleurs sociaux qui sont dans d'autres structures que des structures d'hébergement, qui travaillent dans des entreprises temporaires d'insertion, dans des centres d'action sociale, pour venir appuyer, lever certaines situations de blocage qui peut intervenir entre l'administration et l'administré, ça peut aussi être diffuser des outils pour aider et pour faciliter l'accompagnement et accélérer autant que possible l'intégration dans la société française. Donc concrètement, ça prend la forme donc de petites formations, de sensibilisation. On peut faire des sensibilisations auprès de structures sur le public, les enjeux de le public, les spécificités de notre public et les enjeux aussi dans l'accès au droit, à l'emploi et au logement. On anime aussi, on est animateur de réseau, on permet aux professionnels de discuter entre eux dans différents espaces de parole. On a un Google Group Insertion. Je ne sais pas si le concept vous parle, mais c'est d'avoir une adresse mail sur laquelle n'importe qui peut poser une question. Et le mail est envoyé du coup à toutes les personnes qui sont inscrites sur cette liste, qui peuvent y répondre. On organise aussi des réunions d'échange de pratiques. Par exemple, l'année dernière, on a pu faire intervenir sur la médiation numérique et l'enjeu de la médiation numérique avec notre public. Et on intervient aussi, donc comme aujourd'hui, plutôt sur des sensibilisations et un peu partage d'expertise sur notre public. Peut-être que je vais continuer donc sur ça, c'est l'émission un petit peu plus claire. Appui juridique, si c'est quand même un volet important. On a une adresse mail et des permanences juridiques auxquelles n'importe quel professionnel peut d'une part écrire ou s'inscrire. On essaye d'aider à lever des situations un petit peu problématiques avec autant que possible des textes de droit. Sur le public, alors l'adresse mail, je peux peut-être la mettre dans le chat, je vois que la question est posée. N'hésitez pas également, si vous voulez faire partie du Google Group, à nous envoyer un mail, votre adresse mail, en nous disant j'aimerais être inscrit sur le Google Group Insertion. On le fera avec grand plaisir. Aujourd'hui, donc le sujet qui nous intéresse, donc nous on est donc le public, on en a déjà un petit peu parlé, de personnes bénéficiaires de la protection internationale. On a des personnes francophones, mais pour la majorité, on a des personnes qui ont été scolarisées ou non, mais qui n'ont pas appris le français, ou non pas comme le français comme langue maternelle, voire même comme seconde langue.
On a aussi un public au niveau de la langue qui parle des langues rares. Donc on a aussi cette difficulté parfois de pas pouvoir passer par l'interprétariat ou assez peu, puisque l'offre en termes d'interprétariat est assez limitée. Ça coûte cher également. Et on a sur le volet numérique également un public qui est assez éloigné du numérique, du moins quand elle arrive sur le territoire. Et donc, quand on combine ces deux difficultés d'accès à l'information et d'accès d'accès à l'information, d'accès aux services publics, d'accès à l'autonomie en fait, qui freine l'autonomie dans beaucoup de démarches. Voilà. On a un peu un public à la croisée des chemins et auquel s'ajoute en général une précarité assez importante. Donc, on a une précarité assez importante et qui a tendance à durer dans le temps, puisque l'accompagnement se fait, nous, en CADA sur toute l'entièreté de la demande d'asile. À l'issue de la protection, c'est en général 6 mois, et sur les centres provisoires d'hébergement, de 9 mois à 12 mois. Ça peut paraître assez important. En réalité, c'est assez court pour réaliser toutes les démarches d'insertion, et notamment une des démarches les plus, des volets les plus importants de cet accompagnement, c'est l'apprentissage du français. Il faut savoir, quand la personne est en demande d'asile, elle n'a pas droit à des cours de français par l'État. Donc, la plupart du temps, quand les personnes sont hébergées, accompagnées en CADA, elles auront des cours de français. Si elles ne le sont pas, elles n'auront pas elles pourront, mais plutôt par des associations, ce qui fait que on commence assez tard. Il y a plutôt un retard sur l'accès sur les cours de langue qui se fait, et il y a un enjeu assez important au moment de la protection, puisqu'on sait que pour l'insertion professionnelle, c'est ce qui bloque le plus, hormis l'apprentissage des codes socio-professionnels qui mettent un certain temps. La langue, c'est ce qui va poser le plus de problèmes et freiner le plus l'autonomie. À l'issue de la protection, il y a des cours qui sont dispensés par l'Office français pour l'intégration. Ces cours sont, il y a pas énormément d'heures déjà, et ils ne permettent pas en général d'atteindre un niveau suffisant, d'atteindre un niveau en général A1 voire A2. C'est-à-dire avoir une conversation basique qui n'est pas suffisante pour travailler. Ce que je peux rajouter peut-être, nous, sur le numérique, un petit peu le tournant numérique qui s'est passé sur la langue les derniers mois. Donc ça a été complètement accéléré par le confinement. Ça a été d'un côté un levier, puisque ça nous a permis, le numérique, de continuer l'accompagnement, de continuer à rester en contact avec les personnes hébergées. À Français d'Asile, nous, on a des hébergements qu'on appelle en diffus. Donc les personnes ne sont pas dans une structure collective avec le contact direct de leur travailleur social référent. Ce qui fait qu'il a fallu mettre en place différentes méthodes. On a essayé d'écrire des guides sur l'accompagnement à distance et sur le numérique pour et continuer à apprendre, et aussi ne pas perdre le bénéfice de ce qui avait été fait avant. Et il y a pas mal d'outils qui ont à ce moment-là été développés. Mais on s'est aussi retrouvé, nous, face, même du coup au sein de nous qui accompagnons des professionnels, à des professionnels qui étaient plutôt réticents à l'usage du numérique. Faut aussi se dire que ça implique de changer sa pratique professionnelle, de devoir se reformer, et que ça peut être compliqué, que c'est chronophage, et que parfois ça peut être compliqué à accepter pour certains professionnels. Et puis qui aussi sont attachés au contact humain, à l'échange physique avec les personnes. Donc le confinement a permis un petit peu de faire ce switch vers un accompagnement plus numérique, mais ça a aussi révélé de l'éloignement à l'outil numérique des professionnels qui accompagnaient. Donc on s'est trouvé face à deux enjeux de formation: la formation des professionnels et la formation des professionnels eux-mêmes à l'usage du numérique, et formés à devenir donc aidants numériques.
Donc c'est toujours en cours, on essaye toujours de mettre l'accent là-dessus, d'autant plus que on l'a dit et bien l'a souligné, la dématérialisation des services publics concerne aussi beaucoup le droit des étrangers, puisque il y a énormément de démarches administratives à réaliser, la première desquelles le titre de séjour, toutes les démarches en préfecture qui ont vocation à être 100% dématérialisées. Et en général donc toutes les démarches, les rapports à l'administration, et on remarque que notre public là-dessus est assez à l'aise avec le téléphone, pas de souci, parfois sans comprendre, et réalise des démarches complètement en connaissant la couleur de la touche sur laquelle il faut faire pour s'actualiser, sans forcément comprendre aussi l'importance de la démarche qui est en train d'être réalisée, en faisant parfois des erreurs qui leur sont reprochées par la suite. Et parce que aussi il y a un manque de compréhension du français et des termes utilisés par l'administration. C'est vrai que c'est assez technique, même parfois pour nous, assez bureaucratique. Faut imaginer que nous avec le public de réfugiés, ça l'est d'autant plus. Et là-dessus, on a un gros enjeu, Et on a donc des outils. Je vais pas du coup particulièrement parler des bons clics, puis ce sera développé. Mais on a essayé. On a des kits qui sont disponibles en ligne, qui permettent d'évaluer le niveau de langue d'une personne, et à partir de ce niveau, il y a aussi des cartographies d'applications téléphone qui ont été réalisées. Je pense à une cartographie de langue plurielle, je peux peut-être le mettre dans la discussion. Et j'ai rajouté aussi peut-être notre kit un kit d'évaluation aussi linguistique qui permet un petit peu sur les premières approches de savoir à quel niveau de langue on est face à la personne. Parfois, on a l'impression que elle se débrouille plutôt bien, que l'échange est fluide, mais en fait, à l'écrit, il y a énormément de problèmes, mais en fait, elle comprend très très peu, même des mots assez évidents. Donc ça, c'est une des premières choses, je pense, à faire sur le travail d'insertion des personnes. Et là-dessus, donc des applications et l'outil numérique qui peut être un levier, et qui doit en être un pour ne pas devenir un frein, devenir un frein à l'intégration et à l'autonomie. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Je sais pas s'il y a des questions. Alors, du coup, les applications, elles sont... Ah oui, excuse-moi. Non, pardon, c'est nickel, j'allais dire, posez vos questions à Jeanne, aux participants pour le coup. Là, on va prendre un petit temps pour que vous puissiez lui poser toutes vos questions. Et puis après, on enchaînera du coup sur le second témoignage. Donc, n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole ou via le chat. Il n'y a aucun souci, c'est le moment. Je vais essayer de vous trouver le lien du guide. Il y a des petites fiches qui sont assez claires sur... voilà. Alors, donc, comment évaluer le niveau de langue? Donc, sur notre site, on a développé un guide et des supports d'évaluation aussi, avec des petits tests écrits et oraux. Poser une question et en fonction de la réponse de la personne, ça permet de choisir, donc, est-ce que la personne est niveau A1, donc le niveau le plus bas du référentiel européen, et jusqu'au niveau B2. Je pense que ouais, ça peut être Ouais. à la fois faire un diagnostic sur la langue et en profiter pour faire le diagnostic numérique, et du coup justement après aller adapter les outils qui vont être utilisés pour accompagner ces personnes. Allez, il est en train d'être passé justement en numérique avec un site qui permettra de le faire directement. On espère un second temps pour une application, ça permettra de le faire aussi à distance, avant même de préparer un entretien, de savoir pouvoir préparer au mieux par rapport au niveau de langue de la personne, avant même de se retrouver face à elle. Complètement. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop. Ça n'a pas l'air. Je vais juste laisser la main. Manon, je te laisse la main pour le partage d'écran. Oui, vas-y. Et puis, je pense qu'il y aura aussi des questions. Enfin, nous, on vous posera des questions et
sur des outils ou d'autres astuces, ressources et conseils. Donc peut-être que Jeanne, tu pourras nous compléter. Pardon, Je bah non, parlais dans le vide, pardon. ouais, désolée, Ça a c'est moi. duré. Une D'accord, mais seconde, on a entendu t'inquiète. justement ce que j'ai dit ou pas? Non, Ah désolée. d'accord, pardon. Je sais pas où. Bah, bonjour à tous et à toutes. Du coup, alors j'en connais certains et certaines, mais du coup pour continuer ce webinaire, moi je vais passer à la partie, enfin plutôt vous présenter les ressources côté Les Bons Clics. Donc comme l'a dit Elvire, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout des experts pour tout ce qui est barrière de la langue ou voilà les questions vraiment assez spécifiques ou à des publics en particulier. Nous, c'est plutôt notre domaine, c'est plutôt le numérique, on va dire, et les compétences numériques. Mais voilà, c'est comme vous avez dû le constater et comme on l'a expliqué, ça devient maintenant avec toutes les démarches en ligne, la question de la langue se pose et notamment sur le numérique. Et donc, juste avant de vous parler des ressources vraiment les bons clics, je vais vous partager mon écran et ça va être une vidéo de Mariam Boujma. Donc, c'est un témoignage du coup, pas à distance, mais voilà, en vidéo, on l'avait interviewée. En fait, elle travaille chez Image Connect et elle a adapté 2 modules pour l'instant qui sont disponibles, en fait, qui étaient disponibles sur les bons clics. Et elle les a adaptés donc dans un contexte particulier où elle reviendra dessus dans l'interview. Mais Image Connect a remporté un appel à projet et ils ont pu du coup concevoir un parcours pour les publics réfugiés. Et donc du coup, effectivement, comme a pu vous l'expliquer aussi Elvire et Jeanne, ça va répondre à certaines problématiques ou questions de la barrière de la langue et du coup, comment on adapte des supports pédagogiques pour ces publics. Donc, je vais vous montrer, vous projeter la vidéo et comme ça, Mariam, j'espère, ça répondra à vos questions et sinon, moi, j'essaierai d'y répondre à la suite de la vidéo. Alors déjà, je vais essayer de la mettre en plein écran. J'espère qu'au niveau du son, ça ira. Je vais peut-être juste essayer de la lancer et Elvire, tu peux me dire si c'est OK ou s'il faut mettre plus fort, par exemple. OK, c'est parti. Donc, barrière de la langue et conception d'un parcours de formation. La parole à Mariam Boujma. On entend? On n'entend pas trop. Tu peux Non, mettre il un n'y a pas de peu. retour, hein. Il n'y a pas de son. Particulièrement au pôle formation. Donc, je suis chargée de la conception et de la. Je travaille à Lancer Manon avec ce son-là. L'association qui se trouve à Paris dans le 19e. Alors, pardon, je relance. Ouais, là on entend mieux du coup. Ok, en fait, au max. Ok, moi ça me hurle dans les oreilles. D'accord, Ouais, je m'en remets. Pardon. Pas de souci. Ok, c'est parti. Alors. Bonjour, je m'appelle Mariam Boujma. Donc, je travaille à Emmaüs Connect, au siège de l'association qui se trouve à Paris dans le 19e. Et je travaille plus particulièrement au pôle formation. Donc, je suis chargée de la conception et de l'animation de formation. La délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés, donc la DIER, a lancé un appel à projet en 2020 pour la mise en place d'actions d'inclusion numérique à destination des publics réfugiés. Et il y a eu plusieurs lauréats dont fait partie Emmaüs Connect. Et donc c'est dans ce contexte-là que du coup Emmaüs Connect a mis en place un projet d'inclusion numérique à destination des publics réfugiés qui prend en compte leurs besoins et leurs spécificités. Et pour mettre en place ce projet, du coup, on a réalisé une phase exploratoire qui a duré à peu près 3 mois pour nous aider à mieux cerner les besoins de ces publics et les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. Donc, dans le niveau intermédiaire, on retrouvera des modules nécessaires, notamment à l'utilisation des outils numériques comme la connexion à Internet, comment aussi télécharger des applications. Qu'il faut se mettre au même niveau que les publics à qui ça va être destiné. Donc, c'est vraiment la simplification, le maître mot, le mot-clé. Donc, toujours essayer de rattacher les éléments que l'on présente à leur vie quotidienne. Toujours veiller à simplifier au maximum les supports et à faire en sorte qu'ils aient plusieurs formes, sous forme d'image, sous forme d'audio, sous forme de texte, sous forme de vidéo.
Ils ont trouvé ça très intéressant. Ça leur a permis vraiment soit de réviser des connaissances qu'ils avaient déjà, soit d'en apprendre de nouvelles. Et pour certains, ça les a vraiment motivés à poursuivre leur apprentissage et ils ont souhaité notamment continuer et à être formés sur d'autres thématiques plus spécifiques. Pour finir, sachez que les premiers modules de ce parcours sont déjà disponibles aujourd'hui sur le site Les Bons Clics. Donc, on vous invite à les utiliser, à vous les approprier lors d'ateliers que vous pourrez mener avec vos publics. Et n'hésitez pas, du coup, à nous faire vos retours. Merci, au revoir. Ok, alors, normalement, vous m'entendez? J'ai toujours pas mon micro. Ouais, c'est bon, on t'entend bien. Ok, super. Donc, alors, je vais vous récupérer, mais vu que je suis en partage d'écran. Tac, tac, tac. Du coup, hop. Vu que je reprends la main. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions en attendant sur le témoignage de Mariam, donc, qui a conçu les modules que je vais vous présenter rapidement. Et avant que j'oublie, on va proposer, on propose 2 événements. Donc, pour les dates, il me semble que c'est le 1er février, c'est ça? Et le 10 février? Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, 2 classes virtuelles où, pour ce qui est du module, de la formation naviguer sur Internet, donc adaptée au public allophone, et au public réfugié de manière plus générale. Et le deuxième qui est utiliser les applications mobiles, donc les modules sur lesquels a travaillé Mariam, que vous venez de rencontrer virtuellement. Voilà, ce sera présenté là vraiment de A à Z avec toutes les activités. Et là, je vais vraiment vous présenter en fait les ressources qui sont disponibles sur les bons clics et surtout les ressources vers lesquelles nous, on vous renvoie, donc des sites ou des applications beaucoup plus spécialisées et dont c'est en fait vraiment le cœur de métier bien plus que nous. Mais alors avant ça, juste un mot peut-être sur l'accompagnement des publics, que ce soit voilà. Ah oui, pardon, je vais peut-être prendre les questions. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si tu peux y répondre. Ouais, du coup, la question, c'est En même peut-il temps. s'inscrire 2 jours ou est-ce que l'on choisit juste un? Ça dépend de vos besoins, en fait. Ouais. Vraiment, vous pouvez vous inscrire aux 2 ateliers ou à qu'un seul selon l'accompagnement que vous voulez donner. Sachant qu'il y en a un qui est plus sur l'accompagnement. Alors, ça va être justement pas les mêmes ateliers. Il y en a un, ça va être sur naviguer sur Internet, donc plutôt sur ordinateur, alors que l'autre est plutôt Non, les 2 sont sur smartphone justement. C'était Ah, ok, oui, pardon. un atelier ordinateur et ils l'ont adapté vu que Voilà. après leur étude des phases exploratoires, les publics étaient plus sur le smartphone. Mais il y en a un, ça va être plus les compétences du coup numériques pas de base, mais c'est un premier niveau de naviguer sur Internet. Alors que quand on va aller dans la partie utiliser les applications, ça va être plutôt un niveau avancé, voire intermédiaire. Enfin, intermédiaire, voire avancé, pardon. Mais du coup, merci Elvire. Tu me dis s'il y a des questions, sinon je les reprendrai juste après. Mais du coup, voilà, juste pour recontextualiser, donc pour ce qui est d'abord peut-être des bons clics de manière assez générale et de l'accompagnement même numérique. Donc voilà, il y a effectivement plusieurs défis avant même d'accompagner sur des démarches très spécifiques ou même de faire face à des demandes, voilà, ou des problématiques liées, par exemple, là on parle de la barrière de la langue et on a fait un peu un focus sur les publics réfugiés. Mais la barrière de la langue, ça peut être beaucoup plus large. Et là, aujourd'hui, alors en plus, nous, on n'est pas, on n'a pas d'experts ou encore, on s'est pas encore penché sur ce sujet, mais ce sera sûrement, vous aurez peut-être des conseils ou des réponses à nos questions. Mais voilà, pour tout ce qui est personnes en situation de handicap et où du coup, le numérique est justement le frein, que ce soit au niveau de la lecture ou de l'écriture ou voilà de l'utilisation des outils numériques. C'est quelque chose dont on est assez conscient, mais qu'on n'aborde pas ce matin. Voilà, on n'a pas fait de guide encore sur cette thématique-là, sur ce sujet-là, pardon. Et donc là, très brièvement, pour les 2 grands défis au numérique, donc il y avait d'abord la question de l'équipement numérique et ensuite celui de l'accompagnement au numérique. Donc, on vous partagera la présentation et vous pourrez trouver des articles ou des ressources pour répondre à ces 2 défis-là, mais je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet vu que je vois que l'heure tourne et que j'aimerais vous présenter quand même les ressources et prendre surtout vos questions et qu'on puisse échanger. Donc peut-être que je vais aussi passer un peu plus rapidement sur cette présentation de la plateforme Les Bons Clics. Voilà, donc là, ça va être vraiment le récapitulatif de tout ce que vous pouvez faire à partir de Les Bons Clics.
donc que ce soit du diagnostic. Donc, on a parlé avec Jeanne du diagnostic de la langue, mais nous, on propose également, Elvire vous en a parlé, le diagnostic vraiment du niveau numérique. Donc, voilà, c'est des choses à prendre en compte selon les publics et les demandes que vous allez avoir. Voilà. Et ensuite, l'objectif des bons clics, c'est vraiment de vous faire acquérir un bagage numérique, enfin, pardon, pas à vous, mais pour vous aider dans votre accompagnement à faire acquérir un bagage numérique, voilà, que ce soit sur le smartphone, la tablette ou l'ordinateur, avec des ressources, des modules à faire en atelier collectif, en individuel, donc plutôt autonomie, ou alors en accompagnement individuel. Voilà. Et puis ensuite, on a des ressources pour aller vers l'autonomie même des publics sur le numérique et plus généralement pour vous renseigner sur un sujet ou sur des thématiques avec notamment, c'est parfait parce que ça me fait la transition vers les ressources qu'on a conçues du coup qui pourraient répondre à cette problématique et à cet enjeu de la barrière de la langue. Donc la première ressource qu'on a conçue, je pourrais vous envoyer, je peux vous envoyer le lien si j'arrive à trouver la conversation. Ou sinon, Elvire, je te laisserai peut-être l'envoyer. Mais donc, le premier guide qu'on a conçu, c'est celui comment accompagner des publics primo-arrivants et ou allophones. Parce qu'effectivement, ça peut être... voilà, les publics qui arrivent dans le territoire français ont souvent des difficultés avec la langue française, donc que ce soit écrit ou oral. Et ajouter à ça des difficultés sur le numérique ou bien souvent peut-être plus ça peut être plus un frein au niveau de la langue que du numérique parce qu'on a vu que que des publics étaient souvent à l'aise sur le smartphone par exemple. Donc là dans ce guide c'est vraiment, alors c'est pas un guide à destination des publics, ça va vraiment être un guide pour vous en tant qu'aidant. Voilà, parce que même si c'est pas uniquement sur les compétences numériques, on pouvait pas ignorer le sujet. Donc, dans un premier temps, vous allez trouver les modules qui ont été du coup adaptés par Emmaüs Connect, donc par Mariam, avec les modules naviguer sur Internet et utiliser les applications mobiles. Et vous savez que envoyer un mail est en cours il va arriver bientôt, donc ça va être, en fait, c'est un parcours. Et donc là, pour l'instant, il y a 2 modules qui sont en ligne, un troisième qui est en train d'être, qui est en cours de conception et de test auprès des publics avec Emmaüs Connect. Et ensuite, d'autres modules verront sûrement le jour dans ce projet-là. Ensuite, sur les bons clics, vous avez des fiches qui sont traduites en 3 langues. Oui, alors anglais, arabe et pachto. Et du coup, on a fait le choix dans un premier temps, de traduire uniquement les fiches résumées. Alors ça, c'était pour les modules, mais je reviendrai dessus par la suite. Je voulais vous montrer les fiches résumées. Hop, très rapidement. Non, et vous expliquer, pardon, pourquoi on avait fait le choix de certaines fiches résumées. Donc, c'était sur les sujets qui revenaient le plus souvent. Et surtout, voilà, il y a toujours cette question de est-ce qu'il faut vraiment tout traduire ou est-ce qu'au final, est-ce que ça va aider les personnes qui ont des difficultés avec la langue française ou est-ce que c'est bien d'avoir un peu des deux, donc d'avoir tout ce qui est travailler le visuel, l'interactivité, le côté ludique. Vous donnez-vous des outils quand vous êtes bloqué, par exemple, avec une personne et vous ne savez pas forcément comment lui proposer cet accompagnement numérique à cause, entre guillemets, de la barrière de la langue. Donc, on s'est dit que dans un premier temps, ce serait intéressant de traduire les fiches résumées. Donc là, vous avez la version en anglais, mais ça reprend, vous pouvez avoir, votre version en français et pouvoir suivre en même temps avec la personne la version en anglais, en arabe ou en pachto. Donc, pour savoir quelle fiche a été résumée, vous retrouverez tout dans ce fameux guide. Vous savez qu'en arabe, vous allez avoir les 6 fiches qui sont indiquées ici et le lien direct vers ces fiches. Donc, ça, c'était pour le guide. Ensuite, pour le guide, on a quelques vidéos tutos sur des démarches qui reviennent très souvent, notamment sur des démarches sur le smartphone, sur la création le téléchargement d'applications sur le téléphone qui ont été traduites en français et sous-titrées et du coup qui sont disponibles grâce à l'outil, la fonctionnalité YouTube dans toutes les langues. Donc on les a recensées au même endroit dans ce guide pour que vous, en tant qu'aidant, vous puissiez savoir directement quel contenu vous allez pouvoir proposer à vos publics qui sera disponible dans leur langue, par exemple, ou en audio, si ça peut être aussi répondre à cette question-là.
enfin ce besoin-là. Ensuite, on a essayé de recenser tous les sites un peu spécialisés. Donc là, ça va être vraiment sur les démarches et accès aux droits pour les publics, du coup, en situation irrégulière, par exemple, ou réfugiés ou demandeurs d'asile, ou tout ce qui est sur l'immigration. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de ressources SoliGuide qu'on partage, on renvoie vers leur site. Mais il y a également d'autres ressources qui peuvent s'adresser à des publics, par exemple. Ça va être un peu plus large, des publics qui vont être dans le besoin. Donc ça, c'était par exemple avec, je crois que c'est SoliGuide, effectivement. Je peux vous le mettre très rapidement, mais peut-être que vous connaissez déjà cet outil, avec des lieux un peu de besoin dans l'urgence. Donc voilà, c'est très très riche comme support. Donc peut-être que vous l'utilisiez déjà. Et ensuite, on renvoie vers soit des applications, soit des sites pour travailler tout ce qui est la langue et s'entraîner de manière autonome, vu que Les Bons Clics n'est pas une plateforme pour apprendre justement la langue, mais on renvoie vers des applications beaucoup plus spécifiques et spécialisées. Donc, on a également aussi, et j'ai vu dans la fiche partagée par Jeanne, on renvoie aussi vers il y a TV5 Monde qui fait par exemple beaucoup de ressources qui travaillent sur l'apprentissage du français. Donc voilà, vous retrouvez en fait tous les liens directement vers les applications et pouvoir les télécharger directement ou les formations qui existent. Et ensuite, des formations, même des MOOC ou des parcours. Donc là, ça peut être même pour vous si ça vous intéresse ou si vous voulez le partager auprès de vos publics. Donc, dans le guide, on fait la distinction entre ce qui est pour les aidants, donc qui va être vraiment très spécifique et un peu compliqué pour les publics que vous allez accompagner, et vraiment plus adapté au public. Et peut-être que ça peut être intéressant que je vous le montre sur l'espace apprenant des bons clics. Si vous voyez toujours mon écran, je suis déconnectée. On a créé pour que ce soit de manière plus rapide du côté des apprenants, on a créé une catégorie « Je ne parle pas français ». Et dans cette catégorie, vous allez pouvoir avoir, je vous le montre tout de suite, accès aux ressources qui pourraient être utiles, donc les fameuses fiches résumées, et pour l'instant, les 2 premiers modules qui ont été adaptés. Donc voilà, donc je vous invite parce que là, on n'aura pas le temps, mais à vous inscrire aux classes virtuelles pour que je vous présente un peu les nouveautés et surtout comment ça a été adapté. Mais ce qui était important, j'en avais discuté avec Mariam, alors je vais essayer de vous remettre la présentation, pour ce qui est donc là on a fait un point sur le guide, pour ce qui est des modules vraiment interactifs, donc vous pouvez les distinguer parce qu'ils sont en orange, alors d'habitude c'est du bleu, vert sur Les Bons Clics. Donc là vous savez que ça va être un contenu adapté. Il y a un mode d'emploi pour utiliser pour vous en tant qu'aidant ou même pour rassurer en fait les publics qui vont pourquoi pas l'utiliser depuis leur espace apprenant. Vous avez une version audio. En fait, dès que vous avez quelque chose d'écrit, elle est disponible en audio. Donc, c'est pour ça que ça peut être aussi des supports utilisés, par exemple, pour des personnes qui vont qui pourront pas lire, qui ne savent pas lire, par exemple, ou par exemple, qui sont aveugles ou qui pourront pas forcément lire les couleurs un peu trop flashy de la plateforme. Ça peut être intéressant de passer par l'audio. Et ensuite, on a de l'autre côté tout ce qui est visuel. Donc là, peut-être déjà pour les personnes qui ne parlent pas forcément le français ou qui ont des difficultés avec le texte écrit et la lecture. On a essayé de faire moins de texte et plus de visuel, du français simplifié au maximum. Donc des phrases beaucoup plus courtes, des verbes un peu d'action, des choses très concrètes, avec toujours des symboles ou des visuels pour se repérer. Le côté traduction. Et ensuite, tous les exercices, par exemple, si vous utilisez déjà la plateforme, il y a des exercices où parfois ça peut être un peu plus compliqué ou des activités pas forcément assez simples à faire, même tout seul en autonomie. Donc là, ça va être vraiment du quiz, pardon. Et du coup, ça va être même dans les quiz, pour tout ce qui est correction, ça va être des logos ou des petits smileys qui, pour comprendre si on a fait une erreur ou pas. La correction est simplifiée. Donc ça, c'était pour les ressources. Et les fiches, les supports qu'on a décidé de traduire dans un premier temps. Donc, ce sont des bénévoles, en fait, qui nous ont aidés dans cette traduction, dans ce chantier de traduction. Donc, voilà, c'est
Et il y a également Image Connect de son côté qui avait fait traduire des supports, donc que vous pourrez retrouver soit directement. Alors ça oui, petit tips avant de prendre vos questions, et je vais m'arrêter là, je pense, parce que je vois l'heure qui défile. Juste les petites techniques pour l'instant sur les bons clics. Alors, quand vous êtes sur votre espace apprenant, on n'a pas encore. Alors mince, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. On n'a pas encore, parce que c'est un peu compliqué en fait de mettre la barrière de la langue en tant que thématique ou que catégorie, enfin de classer, voilà, dans les thématiques qui sont du coup nous plutôt axées au droit, compétences numériques de base. Donc la petite astuce, c'est quand vous êtes sur votre espace apprenant, d'utiliser la recherche par mots-clés. Et nous, pour repérer dans un premier temps les ressources qui ont été adaptées, on utilise le mot-clé allophone. Donc voilà, donc dans les petites définitions, donc c'est les publics, là ça va être vraiment reprendre la question de la langue, mais voilà, vous retrouvez le guide que je vous ai présenté et les applications, pardon, pas les applications, les modules, donc notamment utiliser des applications mobiles et naviguer sur Internet, vous les retrouvez ici. Et pour ce qui est des fiches résumées, les fiches résumées, donc là, il faut passer par exemple, la langue que vous cherchez. Si vous cherchez des contenus en arabe, voilà, les mots-clés, là, ça marche bien dans les contenus où on est encore en train de réfléchir à comment on va les ranger pour que ce soit plus accessible sur la plateforme. Donc là, vous allez avoir les 5 ou 6 fiches résumées en arabe dans un même PDF. Et pour les formations, par exemple, je prends un exemple, naviguer sur Internet, où la fiche résumée est disponible en français, en anglais, en arabe et en pachto. Vous le trouverez à la fin, de manière comme d'habitude, quand vous êtes sur naviguer sur Internet, vous retrouverez les fiches dans les 3 langues. Voilà. Donc, j'ai passé 5 minutes là-dessus, mais je pensais que c'était important pour que vous puissiez, une fois sur la plateforme, pouvoir vous repérer et retrouver les contenus, même si on va vous envoyer le support. Voilà, c'est plus intéressant. Et le système de mots-clés est bien adapté pour ces ressources-là. On a essayé de faire un travail là-dessus. Voilà, vu qu'on n'a pas pu le proposer pour l'instant de catégorie, enfin de thématique. Voilà, mais je crois que pour moi c'était bon. Je vais vous retrouver peut-être parce que là du coup c'était vraiment. Non, pardon, il y a les questions. Oui, pardon, Elvire, j'ai vu que je Pas de me souci, basais sur le t'inquiète. support. Il y avait déjà quelques questions Ok, dans le chat. ok. Du coup, pour y répondre, déjà merci pour la personne qui a. Merci Lauriane pour la coquille sur Pachto Pacho. On va modifier ça. C'est Pacho et non Euh, pas Pachto. ouais, exactement. Et Ok, sinon, autant pour moi du effectivement, coup. comme vous disiez Manon, en fait, tous les supports de présentation, ils sont envoyés. Vous avez tous les liens d'accès direct aux ressources qu'on vous a présentées, du coup, dans la présentation, dans le PDF qu'on vous enverra. On tenait quand même effectivement à vous montrer ce petit tips en fait pour retrouver après sur la plateforme directement grâce à des mots-clés ces ressources qui pour l'instant sont pas encore répertoriées sur une thématique globale. Maintenant, c'est un peu aussi l'idée du coup, de ces webinaires, c'est aussi de venir récupérer de plus en plus de ressources sur cette thématique. Du coup, si vous voulez nous en envoyer, il n'y a aucun souci. En fait, sur les boucliques, on peut aussi référencer, comme vous avez pu le voir, des ressources tierces, donc des choses Oui, qui vont pas être produites par nous et qui en fait pourront du coup être publiés sur la plateforme pour être accessibles à tous les aidants, les travailleurs sociaux, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des choses de votre côté que vous souhaitez partager, nous, on peut les récupérer et du coup les mettre en ligne sur la plateforme. peut-être qu'on lance le WooClap. Ouais, Mais je vois qu'il y en a qui sont dessus déjà. Si vous voulez retourner sur le lien, justement voilà, pour avoir un peu vos astuces, vos conseils, vous, ce que vous faites avec vos publics, et ben en fait, on a, voilà, vu qu'on est nombreux, on a fait ça sur WooClap. Mais après, bien sûr, si quelqu'un veut prendre la parole, ce serait voilà, très intéressant. Donc, peut-être qu'on peut remettre le lien? pardon. Et oui, je voulais faire ça d'ailleurs, vous montrer comment partager les contenus. Mais je pense que le plus simple, ça va être d'écrire à contact, à l'adresse contact. Ouais, oui, exactement. Je vous le mets Tu l'envoies. l'adresse. Et en objet, voilà, vous mettez par exemple partage de ressources et nous, on reprend on reviendra avec vous pour tout ce qui est droit d'auteur, comment est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on publie ou on ne publie pas. Voilà.
Exactement. De toute façon, c'est des informations, on vous renverra toutes les adresses de contact du coup dans le mail juste après le webinaire. Ouais, ça fait lien Euh, WooClap. Je le renvoie. ouais, pardon, j'étais en Si train vous voulez de... répondre, parce que là, je vous ai mis, du coup, vous voyez à l'écran les réponses des autres participants, mais si vous n'êtes pas tous dessus, voilà. Donc, selon vous, traduire les contenus en plusieurs langues est-il important? Donc là, c'était vraiment, voilà, plutôt, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà, on peut même ne pas avoir d'opinion sur la question. Donc, ok. Ah mince, pardon, en fait, je ne voyais pas que vous aviez répondu. Je vais peut-être voilà, mettre l'autre question. Ce serait... Là, ce sera Ouais, bah, peut-être... juste, il y a une question dans le chat sur y Ah, aurait-il une application qui permette à des personnes de s'entraîner à parler français? Moi, j'ai Duolingo en tête. Je sais pas si Jeanne ou ouais. Manon, vous en avez d'autres. Il y a Happy Fleu aussi, qu'on avait répertorié. Jeanne, je sais pas si... Enfin là, de mémoire comme ça. Il y a, bah, à part du coup celle qui y en a quelques-unes dans la cartographie justement un peu en fonction du niveau parce que ça va dépendre un peu, ouais, un peu du niveau de la personne quoi. J'apprends Solodo pour des niveaux assez bas. Et ouais, Duolingo, Babel aussi, je pense qu'il y a un petit peu Ouais, les grosses applications. ok. Et puis d'ailleurs, si certains d'entre vous ont aussi des applications en tête ou voilà, des sites internet, je sais pas si ça se fait en version peut-être pas uniquement application, enfin voilà, n'hésitez pas à le partager soit dans le WooClap, soit dans le chat directement. Ah mince, on voit pas les réponses. Google Pour l'aspect Traduction. payant des applications, etc., ça va dépendre en fait desquelles vous utilisez. Il y en a certaines qui effectivement sont payantes et d'autres gratuites. Généralement, là, dans Jusqu'à le un guide certain, qu'on a ouais, sur les bons clics, c'est spécifié justement ouais. si ça l'est ou non. Et on a aussi mis dans le guide comment accompagner les publics allophones, on a mis un tutoriel pour quand vous voulez utiliser la traduction dans toutes les langues sur YouTube, enfin activer les sous-titres dans toutes les langues. Voilà. Et c'est possible que quand la personne qui a conçu la vidéo a d'abord inscrit le texte en français. Quand c'est de la traduction automatique, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est quelque chose enfin, je sais pas si vous le saviez peut-être. Moi, je l'ai appris pendant la conception, mais ouais. Et après, certains sites maintenant, c'est pas le site, c'est le site réfugié.com, non, Pour info. point Ouais. info qui, on peut lire le texte enfin, dans pas mal de langues, il me semble. Ouais, déjà, c'est beaucoup traduit Et et c'est en beaucoup plus, traduit. ils ont aussi l'option audio où en fait, dès que tu passes sur un texte, Ouais, c'est ça. c'est dit à l'oral, quoi. Mm. Donc, c'est vrai que il est encore en cours de construction, le site et leur application. Mais en tout cas, ça promet parce que c'est de plus en plus fourni. Mm, Du mm. coup, effectivement, je pense que c'est un bon site qui va répertorier en fait tous les services qui sont liés justement au parcours d'arrivée en France des réfugiés. Où Ouais. j'ai effectivement référencé les bons clics en début de semaine sur, sur la plateforme pour que les gens puissent savoir que ça On existe. est aussi référencé. Et c'est collaboratif, oui. Donc chacun peut y participer. Parce qu'il faut le savoir, pas hésiter à rajouter des informations, des ressources. Ouais. Exactement. Donc, enfin là, du coup, le site, enfin, je peux vous l'envoyer si je. Non, bah, je l'ai pas retrouvé. Il est dans le guide. Ouais, il est dans le guide. Voilà, tout ce qu'on vous partage là est dans le guide justement qu'on vous a présenté. Et du coup, bon, alors je vais revenir sur WooClap. Je sais pas si. Du coup, dans le chat, je vois aussi Kiose ou podcast français facile. Donc dans les outils, donc ça, nous, ça peut être aussi des outils qu'on pourra rajouter justement grâce à vous dans ce fameux guide. Je ne sais pas s'il y avait d'autres astuces ou outils. Et sinon, je peux peut-être passer je vois que combien de personnes ont répondu. Ouais, la dernière question. Là, c'était vraiment l'autre question, c'était vraiment sur les outils, les sites, voilà. Et là, c'est vraiment sur vous. Est-ce que
vous avez des conseils, des astuces, des techniques pour accompagner une personne qui a des difficultés avec le français, oral ou écrit, ou écrit. Voilà, peu importe sa situation. Enfin voilà, c'est pas. Là, c'était vraiment la barrière de la langue. Du coup, n'hésitez pas si vous avez ou si quelqu'un veut d'ailleurs, partager à l'oral. Hein, du coup, je vois qu'il est 12h15. Je sais plus, c'était 1h15 normalement. On a encore un peu de 1h30, on a encore 1h30. Ok, parfait. un On petit a quart encore d'heure. un temps d'échange. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de souci, si vous voulez prendre la parole, c'est avec plaisir. Ça Et nous bonjour, permettrait. Ah, je ne sais super. pas si c'est possible. Je suis Nathalie Vert et je suis en coordination du réseau linguistique Paris-Saclay. D'accord. Et déjà, je tiens à vous remercier vraiment beaucoup parce que les ressources que vous développez dans les bons clics sont très attendues. Merci. Le réseau linguistique, il est aussi porté par une maison de l'emploi. Donc, on a avec mes collègues, on a la double casquette. Donc, on fait déjà des ateliers numériques pour du public éloigné de l'emploi. On utilise les bons clics d'ailleurs. Et on accueille aussi des formations d'Emmaüs Connect. Et on attendait vraiment vivement l'adaptation du site pour le public allophone. Donc là, j'espère qu'on va pouvoir tester. Alors, donc ça, je vous en remercie beaucoup. Après, j'ai une remarque sur le site des bons clics. Moi, j'y vais régulièrement. Ça regorge de ressources et je trouve que ça devient un peu difficile de s'y repérer. Donc là, je pense qu'il va y avoir un enjeu d'accès. Parce que justement, dans le cadre du réseau, moi, j'aimerais bien, on va dire, en faire un petit peu la publicité à toutes les associations linguistiques qui travaillent sur le territoire et qui sont à la recherche aussi de ce type de ressources. Par contre, quand on n'est pas des conseillers numériques, des médiateurs numériques, ça peut faire un petit peu peur quand on arrive sur le site. On comprend. Voilà. Donc, voilà. Et deuxièmement, par rapport à ce que vous parliez des sites, en fait, là, on touche dans le domaine, je dirais qu'on entre dans le domaine de la linguistique plus, c'est des outils numériques pour apprendre le français. Donc, on n'est plus sur l'utilisation d'un smartphone pour utiliser un smartphone, tout ça. En fait, c'est vrai que sous besoin numérique, on a énormément de sous-catégories. Là, moi, je recommande, nous, sur le site de notre réseau linguistique, on a une cytothèque. Voilà, il y a le réseau Radia aussi, le Radia, ou enfin tous les sites qui hébergent pas mal de ressources pédagogiques pour la linguistique qui ont aussi des cytothèques. Ce qu'on m'a fait remonter, c'est que là, maintenant, comme vous l'avez souligné, il faut vraiment distinguer les applis qui sont plus facilement utilisables sur smartphone et d'autres sur ordinateur. Également, voir celles qui sont réellement gratuites. Et puis aussi voir celles au final que les gens aiment bien utiliser parce que, voilà, il y a beaucoup d'outils qui existent. Voilà. Donc voilà pour mon intervention, puis je vous remercie. Merci beaucoup. Et effectivement, j'espère que en fait le fait de faire ces webinaires thématiques, de vous envoyer des super de présentations en fonction des thématiques où on recense justement les différents liens utiles qui concernent le sujet abordé, ça vous permet de mieux vous retrouver sur la plateforme. Et on travaille aussi à une meilleure catégorisation et thématisation en fait de toutes les ressources qu'il peut y avoir dessus, parce que c'est effectivement une force qu'on puisse accompagner sur tout plein de choses, que ce soit l'insertion professionnelle, les démarches en ligne, la e-parentalité, où c'est très très large. Mais effectivement, il y a ce souci de quand on arrive dessus, c'est tellement large qu'on ne sait pas par où commencer. Donc, merci pour votre retour. Et puis, mais écoutez, ces ressources, elles vous seront utiles. Et n'hésitez pas à nous faire des retours dessus aussi, parce qu'on est toujours dans une dynamique de co-construction, justement, avec des structures qui peuvent utiliser nos ressources. Donc, n'hésitez pas, voilà, contacter l'adresse Les Bons Clics et nous faire des retours sur les différents contenus. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait partager un peu justement ces bonnes pratiques d'accompagnement, des petits conseils sur comment vous faites dans votre quotidien pour justement vous accompagner sur le numérique ou sur les démarches en ligne? Alors moi, j'aimerais parler, mais j'ai la machine à laver qui... Donc, vous me dites tout de suite si c'est une horreur.
Non, ça va, on n'entend pas. Il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Donc, moi, je suis sur Boulogne, je suis sur Montpellier, je suis un peu partout. D'accord. J'aide beaucoup donc les maisons de quartier et dans l'insertion professionnelle aussi, dans le FLE. Et j'aide les assistantes de vie aussi dans la formation initiale à la semaine. Donc, on fait beaucoup de numérique, de téléphone. Souvent, c'est sur le téléphone parce qu'ils n'ont pas… Voilà, puis avec le Covid, ça a été compliqué. Donc, ça a été Zoom, ça a été… Donc, tout est sur le téléphone. Moi, j'avais… alors, j'utilise les bons clics depuis le début. Je crois que ça va faire… c'est génial. C'est génial, c'est ce qui m'a vraiment permis d'avoir plein de niveaux différents sans devenir folle. Donc, merci beaucoup. Parce que c'est vrai que pour nous, c'est compliqué quand il y a des niveaux différents. Et donc là, on arrive vraiment à gérer un groupe avec… voilà. Et moi, mon petit dilemme en ce moment, parce que c'est compliqué, j'ai pas d'enfants. Et on me demande de les former, de former surtout les mamans. Vous savez, je ne connais pas le nom du logiciel parce que ça change de région en région, mais pour communiquer avec les écoles. Vous savez, maintenant, on envoie ou tout LSU, sur du numérique. Les écoles communiquent avec les parents beaucoup plus en numérique. Ils peuvent vérifier les notes des enfants. Ils peuvent bureau numérique. Pardon? C'est le bureau numérique. Pardon, excusez-moi, c'est le bureau numérique. Bravo. D'accord. Ou l'ENT. Les jeunes, ils appellent souvent ENT. D'accord, voilà, c'est ça. Et en fait, moi, je suis perdue au niveau de les aider par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y a une demande énorme parce qu'ils sont intéressés par ce que font leurs enfants. Et puis, voilà, il y a un intérêt quelque part. Donc, si jamais, là, comme ça, vous avez déjà beaucoup de boulot et merci infiniment pour tout ce que vous nous donnez. Mais voilà, peut-être une opportunité peut-être de développer là. Parce que c'est vrai que moi, j'essaye de chercher moi aussi. Mais je trouve pas il n'y a aucun support en fait pour vous montrer, voilà. Ok, merci beaucoup. Du coup là, c'est un peu un sujet l'hyparentalité et sur lequel on travaille. Donc, je reviendrai sûrement vers vous, Marion. Donc, c'est intéressant aussi. Merci beaucoup. Ouais. Et juste peut-être avant, je vois qu'il y avait une autre, vu qu'on n'a pas trop le temps, une autre question de Roselyne dans le chat. Donc, si vous avez des conseils, peut-être. Bientôt, je travaillerai avec un Afghan en virtuel et qui ne parle qu'anglais. Comment je commence avec lui et quel site privilégier? Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des astuces ou des conseils à apporter à Roselyne. Sinon, nous, je pense que les ressources, dans un premier temps, que ce soit le guide ou peut-être les fiches résumées ou même trouver pour utiliser les outils de traduction ou des choses comme ça ou passer par le visuel, peut-être. Mais comme je ne suis pas du tout experte, si quelqu'un en sait plus ou a des astuces, n'hésitez pas à répondre. Je sais pas. Moi, je peux laisser mon email et puis n'hésitez pas à me contacter avec plaisir. Ok, super, merci. Excusez-moi, ce message s'adresse à Marion. Nous formons les parents sur la plateforme OSE. Donc du coup, j'ai des supports en PDF, mais surtout, on a réussi, parce que nous sommes en partenariat avec le département, on a réussi à avoir un compte utilisateur. Donc, en fait, il faudrait se tourner vers le département qui travaille sur cette question-là et de voir avec une coordinatrice, en fait, qui s'occupe du secteur enfance, jeunesse, etc., et de voir avec elle s'il est possible d'avoir un lien personnel. Du coup, on arrive direct sur la plateforme et on peut justement former en direct. Donc, les parents se connectent avec leur identifiant et donc on peut faire vraiment de la formation en direct. En attendant, Marion, je vais noter ton adresse mail et je vais t'envoyer les supports que j'ai de OSE, les maigres supports, mais je ne peux pas te donner mon identifiant. Il n'y a pas de souci, merci infiniment. Puis moi, je laisse mon email pour les personnes qui ont besoin aussi, parce qu'on peut s'entraider avec grand plaisir. C'est le but de ces temps d'échange, justement, c'est qu'en plus, Alors, juste, excusez-moi, est-ce que c'est OSE, O-S-E, pardonnez-moi. O-Z-E, O-Z-E. O-Z-E, ok. Merci beaucoup, Sandrine, pour ce partage. Pas de souci.
Et juste Et pour moi- revenir sur la question de Rosine sur l'accompagnement du coup en virtuel, ce sur oui. quoi on peut vous aider et que vous pourrez trouver sur la plateforme Le Bon Clic, ça va être justement un module où on recense tous les outils de visioconférence, Ah oui. où vous pourrez justement trouver celui qui est le plus adapté peut-être si la personne en face n'est pas forcément à l'aise. Donc déjà ça pourrait vous aider. Et puis après effectivement essayer d'aller piocher dans les différents contenus ce sur quoi vous voulez l'accompagner aussi. Donc voilà, Je cherche le support. merci Manon. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait partager avec nous son expérience, des bonnes pratiques ou des questions aussi, si vous en avez? Il nous reste 5 petites minutes avant que le Zoom ne s'arrête, alors profitons-en. Voilà. Merci Manon pour Ouais, donc du là, coup, il y a 2 ressources qu'on avait conçues là pour l'accompagnement vraiment à distance. Un support PDF et un guide. Voilà. Après, je rajouterais pour les autres et pour Marion, il y a donc l'accès à la plateforme OSE, mais on peut être face en fait à des parents qui travaillent l'orientation des enfants en 3e. Donc là, il y a EduConnect. EduConnect permet c'est une plateforme très simple, mais elle permet justement d'effectuer ces choix d'orientation. Là, elle va ouvrir en mars-avril, donc il risque d'y avoir des demandes. Donc, converser avec les parents afin de savoir, voilà, l'orientation de vos enfants, 3e, etc. Donc ça, c'est EduConnect. Et il y a aussi AFELNET, A2FELNET, où là, c'est plutôt une plateforme sur quel établissement je vais choisir. Donc, EduConnect parce que c'est une seconde générale, et c'est une seconde technique, etc. Et AFELNET pour le choix de l'établissement. Super, merci beaucoup. Merci infiniment. Super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Si plus personne n'a quelque chose à partager, écoutez, on va vous laisser aller manger. Merci bien. Ah, pardon, j'ai entendu quelqu'un. Non, je voulais vous remercier, c'est tout. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup à vous d'être venus ce matin à partager avec nous. Et puis, écoutez, pour ceux qui s'intéressent, on vous retrouve lors des classes virtuelles qui seront animées par Manon. Donc, pour prendre en main les ateliers, naviguer sur Internet et découvrir les applications mobiles. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous, peut-être à d'autres collègues qui n'auraient pas pu venir aujourd'hui. On refait une session de ce webinaire-ci le 8 février. Du coup, voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres personnes qui voudraient participer à les inviter. Et puis, on vous fera parvenir aussi le support. Il y aura toutes les infos pour France Terre d'Asile aussi, vu que Jeanne nous a rejoint aujourd'hui. Donc, voilà, merci encore à Jeanne. Je ne sais pas si je te vois. Merci à vous. Voilà. Merci, merci à tout le monde. Merci Elvire. Merci. Et bon appétit. Et À bientôt. merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.